count. Bonjour à tous et bienvenue au Hell of Shame. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, avant ce Game 7 opposant les Raptors aux Celtics, de cette opposition qui est à mes yeux la plus belle et la plus serrée des demi-finales de conférence. On parle ici de deux équipes collectives, altruistes, qui sont menées par deux des meilleurs coachs de la ligue, Nick Nurse et Brad Stevens. Donc si les stars les plus connus de la NBA sont à l'ouest sur ces demi-finales, les meilleurs coachs tactiquement, à mes yeux, sont à l'est. On parle ici de deux coachs jeunes qui incarnent chacun une école totalement différente de style de jeu. Brad Stevens, ancien coach de Butler, qui vient de NCAA, est un coach incarnant parfaitement l'esprit moderne, classique du basket et de la NBA d'aujourd'hui, symbolisé par de la polyvalence principalement, et du shoot à 3 points. Nick Nurse, quant à lui, a été coach en Europe, en Angleterre, à des niveaux beaucoup plus bas, et davantage un coach à un parcours beaucoup plus atypique et à un jeu beaucoup plus atypique. Pour moi, l'exemple le plus frappant pour voir cette différence de coaching et donc cette différence de style entre ces deux équipes, c'est la défense. D'abord, j'ai envie de parler de la défense des Celtics. Donc pour parler de la défense, il faut d'abord parler du système Celtics, mis en place par Brad Stevens depuis maintenant 4 ou 5 ans. Le système se base sur la polyvalence à l'extrême de ses joueurs. Donc on a donc sur le terrain généralement un meneur, un pivot, et les 3 autres joueurs sont 3 joueurs polyvalents étant capables d'attaquer et de défendre sur plusieurs postes. Ce sont des joueurs généralement de 2 mètres ou suffisamment puissants pour défendre sur des grands, mais aussi très mobiles pour défendre sur des joueurs comme des extérieurs. Les joueurs utilisés dans cette série et utilisés ces derniers temps, on y retrouve Marcus Smart, Hayward qui s'est blessé, Jaylen Brown ou Jason Tatum. On est ici vraiment dans un affranchissement de la notion de position sur le terrain, avec des joueurs qui peuvent jouer à la fois intérieur, extérieur, sans que l'on ait vraiment à le définir. C'est très utile en attaque, mais ça l'est surtout en défense, notamment sur le pick and roll. Donc le pick and roll, pour l'expliquer simplement, c'est quand un intérieur vient poser un écran sur le porteur de balle, qui est généralement le meneur, et ensuite coupe vers le cercle pendant que le meneur drive. Le meneur a donc la possibilité de passer à l'intérieur, de ressortir ou de shooter. Donc depuis la fin des règles sur la défense illégale au début des années 2000, le pick and roll est devenu petit à petit le premier système NBA. Il était utilisé jusqu'à plus de 34% cette saison par exemple par Portland, pour conclure leurs attaques. Donc jusqu'au début des années, ou milieu des années 2010, la défense était assez classique dessus. Le meneur restait sur le meneur et le défenseur intérieur restait sur l'attaquant intérieur. Le meneur avait donc à contourner l'écran soit en passant en dessous ou au-dessus. Le risque actuellement, c'est qu'avec la multiplication des meneurs shooters, si vous passez en dessous ou vous faites sanctionner d'un 3 points, si vous passez au-dessus, vous prenez le risque que le meneur puisse attaquer le cercle et avoir un double pas facile. Mais à l'arrivée du milieu des années 2010 à peu près, notamment avec les Golden State Warriors, les équipes se sont mis à pratiquer le switch, ou changement en français. C'est-à-dire que à chaque écran posé, l'intérieur se mettait à défendre sur le meneur, et le meneur défenseur se mettait à défendre sur l'intérieur. C'est là que cette philosophie s'est mise en place dans le but d'avoir des joueurs de plus en plus polyvalents et capables de défendre sur tous les postes, de façon à pouvoir totalement contrecarrer le pick and roll via le switch. Il n'y a donc plus de décalage qui est créé par le switch, et les joueurs sont suffisamment polyvalents pour pouvoir défendre sans qu'il y ait un décalage qui se crée. C'est comme ça que Golden State a fondé toute sa défense qui lui a permis d'obtenir tous ses titres, et c'est l'esprit de Boston depuis quelques saisons. Mais Boston est allé plus loin que un simple switch, qui est maintenant pratiqué par la majorité des équipes, on le voit par exemple très souvent avec les Rockets. Ils pratiquent le changement tardif, ou late switch. C'est pas réellement un switch comme on peut le voir régulièrement, mais c'est ce qu'on pourrait appeler un blitz, ou une prise à 2. Le défenseur, pour simplifier, on va parler du petit et du grand défenseur, et en attaque le meneur et l'intérieur. Comme ça permettra de mieux se situer pour la suite. Donc dans la situation où le meneur prend l'écran de l'intérieur, le petit, au lieu de changer tout de suite, suit le meneur en contournant l'écran, tandis que le grand reste sur le meneur et cherche à totalement le bloquer de façon agressive. On se retrouve donc avec une prise à 2 qui coupe l'accès vers l'axe du panier, et un troisième joueur, le défenseur côté faible, qui vient aider. Donc on a une prise à 2, 2,5 pour totalement court-circuiter le meneur.
Le meneur qui attaque ne peut donc plus aller directement au cercle, n'a pas l'opportunité de tirer en sortie d'écran, et surtout, il ne peut pas glisser le ballon sur une passe à son intérieur qui coupe. Les uniques solutions qui se proposent sont donc une passe vers l'extérieur qui est libre du côté où a été posé l'écran, ou alors jouer un pick and pop, c'est-à-dire que le joueur du pick and roll, l'intérieur, au lieu d'aller vers le cercle, il recule et il se retrouve derrière les 3 points. La troisième solution, c'est de ralentir et d'attendre que le changement soit fait. C'est-à-dire que après que la prise à 2 soit faite et que le pick and roll a été court-circuité, il y a changement. Le petit se retrouve à défendre sur l'intérieur et le grand sur le meneur. Comme on est dans le cas d'une équipe très polyvalente, ça ne pose pas de problème, et ça permet donc de continuer à défendre et de jouer le jeu. Ce problème a posé pas mal de problèmes à Toronto. En effet, Toronto était une des équipes qui jouait le plus le pick and roll en donnant le ballon à l'intérieur qui allait vers le cercle. Généralement, c'était Pascal Siakam. En défendant de cette façon-là, Boston a totalement coupé l'accès au ballon à Siakam sur pick and roll et donc l'a totalement court-circuité. Cela explique notamment sa très mauvaise série et son passage à travers. Il n'a plus que des tirs à mi-distance ou du jeu à l'arrêt, ce qui lui pose beaucoup de problèmes par rapport à son style de jeu habituel. Toronto était pendant la saison régulière la 4e équipe à plus jouer le pick and roll en donnant le ballon à l'intérieur, et se retrouve en play-off à le jouer beaucoup moins qu'en saison régulière. Une des solutions qui est faite pour l'attaquer, c'est de ne plus jouer le pick mais de jouer l'isolation. Lowry attaque directement son adversaire, et c'est pour ça qu'il réalise notamment une série aussi exceptionnelle. C'est parce qu'il se met à beaucoup plus scorer et beaucoup plus attaquer le cercle, au lieu d'avoir ce rôle de distributeur. Il est bien plus scoreur. L'autre solution qui a pas mal été utilisée, c'est d'avoir Pascal Siakam qui était le porteur de balle. On inverse le pick and roll, où le porteur de balle est l'intérieur, Siakam, et celui qui vient poser l'écran est le meneur. Comme ça, avec le switch, il y a un petit décalage sur Tatum qui défend sur Siakam, et on se retrouve avec un meneur qui défend sur Siakam sur sa pénétration. Malheureusement, les qualités de dribble et d'attaque du cercle de Siakam n'ont pas été si évidentes que ça, et donc cet ajustement offensif de Nick Nurse n'a pas tant que ça porté ses fruits. On a davantage pu voir des occasions portées par d'autres joueurs, notamment à des décalages sur du shoot à 3 points. L'autre solution, comme je l'évoquais, c'était donc d'attendre que le changement en retard ait lieu, parce que malgré tout, malgré la prise à 2, il y a quand même changement. On se retrouve donc sur l'intérieur avec un meneur de petite taille qui défend. Et comme je l'ai dit, le système de jeu, c'est un meneur, 3 joueurs polyvalents et un intérieur. Le meneur n'a donc pas forcément cette capacité à défendre sur des intérieurs. On voit Kemba Walker n'a pas le physique pour tenir Siakam. Et c'est là qu'intervient l'intelligence de jeu et la polyvalence des joueurs de Brad Stevens. C'est ce qu'ils font, ce qu'on appelle un scrum switch, c'est-à-dire un changement d'urgence en français. Il y a donc changement tout de suite de ces 2 joueurs à risque, et ce qui fait dès que, dans la petite période d'hésitation, où Siakam vient prendre position dans la raquette pour utiliser son avantage de taille, on a donc Smart qui communique tout de suite avec Walker et qui lui dit d'échanger ses joueurs. Smart se retrouve donc à défendre sur Siakam et est capable de défendre correctement dessus. Siakam se retrouve donc à sortir de la raquette pour recréer de l'espace, et le pick and roll n'a rien apporté, aucun décalage et aucun avantage de taille au final. Donc Toronto est une équipe qui joue énormément en transition et sur pick and roll comme on l'a dit, mais la vitesse des 4 extérieurs Celtics, 4 joueurs capables de jouer à l'extérieur du côté des Celtics, a permis à couper toute transition, et donc ce late switch coupe le pick and roll, ce qui porte énormément de difficultés pour Siakam et ce qui l'a totalement sorti de la série. Ce qui est intéressant maintenant, c'est d'étudier la défense des Raptors, qui est totalement différente de celle des Celtics. Celle des Celtics était beaucoup plus classique dans la façon de faire, ça restait de l'homme à homme, donc on reste dans un esprit moderne du basket, mais sans inventer des choses extraordinaires. Tandis que du côté de Toronto, Nick Nurse est beaucoup plus original et profite des qualités de son équipe. Donc Toronto est une équipe très mobile avec une grosse intelligence défensive. Donc lorsqu'ils alignent Kyle Lowry, Fred VanVleet, Anunoby, Siakam et Ibaka ou Gasol, on a 5 joueurs très intelligents d'un point de vue défensif, qui communiquent beaucoup, et 4 de ces joueurs sont très mobiles. De plus, on a 2 meneurs
avec Fred VanVleet et Kyle Lowry, qui sont donc assez petits et qui créent un déficit de taille face aux Celtics, mais un avantage de vitesse, ce qui est assez avantageux sur certains types de défense mis en place. Donc à partir de ces qualités-là, tout le système des Raptors repose sur quelques idées qui peuvent se présenter en quelques mots. La première, c'est de bloquer l'accès au cercle et verrouiller la raquette. La deuxième, c'est isoler les bons shooters, quitte à laisser de l'espace aux shooters plus faibles de l'équipe. Pour ça, notamment pour le deuxième aspect, une défense qui n'est jamais utilisée et jamais vue en temps normal en NBA a pas mal été utilisée par séquence sur cette saison et notamment sur cette série de playoffs. C'est une boîte. Donc le principe de la boîte, que l'on retrouve beaucoup à des niveaux amateurs, c'est que l'on a 4 joueurs qui défendent en zone et un 5e joueur qui défend une indiv très stricte sur le meilleur joueur en face. On a donc une zone en forme de diamant, c'est-à-dire un joueur en tête de raquette, 2 sur les ailes et 1 qui protégeait le panier, et Siakam qui était sur Tatum et qui le serrait de très très près, quitte à ne même pas regarder le jeu. Donc cette défense était utilisée par séquence. On garde cet esprit de verrouiller la raquette. Le diamant était très 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 petit, c'est-à-dire que si le ballon était à gauche, on avait vraiment 4 joueurs dans la moitié gauche du terrain, de façon à ne pas permettre de jouer du 4 contre 4 tout terrain et donc de profiter de cet avantage d'espace qui est laissé. Et Tatum ne touchait plus le ballon. C'était assez intéressant parce que lorsque Tatum commençait à pas mal mettre ses shoots et à préchauffer en quelque sorte, le but était juste de le sortir de son match et à casser le rythme. Pendant 1 ou 2 actions, on cherchait quand même à lui donner le ballon et les Celtics avaient un peu l'herbe coupée sous le pied et donc se retrouvaient un peu à court de rythme. C'est une défense qui peut pas être utilisée sur plusieurs minutes car on s'y adapte très très vite dès qu'on l'a identifiée, mais elle permet un peu de casser le rythme et donc de relancer l'équipe. L'autre défense qui a été par contre beaucoup plus utilisée sur la longueur par les Raptors, c'est la zone 2-3, c'est-à-dire une zone avec les 2 meneurs qui se situent à peu près au niveau des coins en haut de la raquette, 2 extérieurs qui se placent vraiment sur les flancs de l'attaque de la défense, et le pivot qui va se passer au centre de la raquette. Donc cette zone, le principal intérêt, c'est donc de bloquer l'accès au cercle et de casser le pick and roll de Boston. En effet, il est très difficile de jouer, il est inutile même de jouer un pick and roll sur une zone, car vu qu'il n'y a pas de décalage créé par l'écran, il y a juste un changement de passage de zone et donc de joueurs, on se retrouve très souvent en difficulté dans ces situations-là. Or Boston est une équipe qui joue énormément de pick and roll, avec le porteur du ballon qui attaque le cercle. C'est la première équipe sur le nombre de pick and roll sur les playoffs et la 3e pendant la saison régulière. Donc cette défense est assez idéale pour un peu gêner Boston, car Boston ne peut plus jouer son pick and roll, et en plus cela stoppe les 3 hommes forts de l'attaque, c'est-à-dire Walker, Brown et Tatum. En effet, cette zone a pour principal but de verrouiller l'intérieur de la raquette, et donc on a eu à tour de rôle Walker, Brown et Tatum passer à travers des matchs au niveau du shoot extérieur, et ils étaient incapables de se rattraper en allant au cercle car ils étaient totalement verrouillés et donc sortaient des très mauvaises copies au final, ce qui les a empêchés d'être bons tous les 3 en même temps sur la série et ce qui les a pas mal dérangés. En NBA, donc c'est assez atypique de voir des zones surtout sur des séquences très longues, d'habitude elle est plutôt faite sur peu de temps, et la principale raison à ça, c'est qu'une zone se casse facilement avec du shoot à 3 points. Elle bloque beaucoup d'espace, mais avec un peu de mouvement et quelques coupes, et surtout le fait de jouer à 2 dans les espaces où une personne se couvre la même zone, permet facilement d'avoir des tirs ouverts, et assez rapidement en NBA, avec la qualité des shooters qu'on a actuellement, la zone peut sauter. Ça a notamment fait très mal de l'utiliser sur long terme quand on a eu Marcus Smart qui a enfilé 5-3 points en début de 4e quart-temps, au game 4 si je dis pas de bêtises. Non, au game 5, excusez-moi. Et pour contrer cet aspect-là prévisible, les joueurs dézonent pas mal ou font des switches de zone. Là où, en temps normal, un switch a lieu sur un joueur, dans une défense de zone, 2 joueurs échangent leur zone. On a beaucoup vu Anunoby remonter lorsque le joueur remontait de l'aile vers le centre, suivre le joueur, et Fred VanVleet qui allait prendre sa place dans le corner, ce qui pouvait pas mal perturber Boston. En effet, le meneur arrivait, et avec ces changements-là,
il savait pas trop s'il attaquait une zone ou une indiv, et savait pas trop s'il devait lancer un pick and roll, lancer un système qui permet d'attaquer une zone. C'est pour ça que ça a beaucoup sorti de la série Kemba Walker, qui a eu beaucoup de mal pas que au tir, mais aussi dans la gestion du jeu, car c'est une défense très dure à lire. Par moment, on avait plutôt l'impression qu'il repassait en indiv, et par moment plutôt en zone, mais on restait toujours dans cet entre-deux avec ces changements de zone, que l'on appelle donc une match-up zone, c'est-à-dire c'est le terme utilisé pour définir cet entre-deux qui peut beaucoup perturber. Donc le but c'était très simple, c'était de casser le rythme de Boston, les empêcher d'imprimer un tempo et de répéter certains systèmes. Car avec la qualité offensive des joueurs de Boston, s'ils commencent à prendre confiance, Nick Nurse savait très bien que le match était fini. L'unique inconvénient de cette zone, ça a donc été de libérer pas mal les shooters, et aussi, et ce qui a été plus étonnant, de libérer pas mal Daniel Theis dans la raquette. En se focalisant beaucoup sur les pénétrations pour les bloquer, et ce qui a très bien marché, on a eu donc le pivot allemand a eu beaucoup d'espace, et c'est notamment comme ça qu'au game 3, juste avant le buzzer de Anunoby, il s'est retrouvé à pouvoir dunker à 5 dixièmes de la fin, seul sous le cercle. On l'a notamment vu au game 6 aussi, où en fin de match, il a failli faire pencher la balance de son côté, en finissant 2-3 alley-oop facilement sous le cercle, sur ce type de défense. Le gros problème de la zone, c'est en effet un manque de communication qui a pu entraîner ces actions, et c'est avec ce manque de communication où Boston, le peu de temps qu'ils l'ont utilisé sur le shoot de Anunoby au buzzer du Game 3, ils se sont fait avoir, et ça leur a coûté au final très très cher. Donc voilà, pour conclure, on a pu voir que les deux systèmes défensifs étaient très très différents, voire opposés, et ils symbolisaient vraiment deux philosophies de jeu différentes, qui viennent d'un background totalement différent pour deux coachs qui n'hésitent pas à faire défendre leur équipe de façon très collective. Donc si les Celtics sont beaucoup plus talentueux et pour moi ont quand même passé beaucoup plus de temps à dominer la série que les Raptors ont pour leur expérience et leur vice, qui pourra leur faire beaucoup de bien pour le match 7. Donc je pense qu'on va avoir un match 7 très intéressant, avec un rythme assez haché, assez tendu, mais on devrait pas s'ennuyer devant. Donc voilà, c'est fini pour cette nouvelle analyse. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis et à débattre. Je suis toujours très ouvert au débat avec vous. Je vous dis à la prochaine. Bisous. We just talk about practice. We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we in here talking about practice. I mean, listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. Not a game. Not the game that I go out there and die for and play every game like it's my last. Not the game. We talking about practice, man. I mean, how silly is that, man? We talking about